Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle émission. Nous allons recevoir aujourd'hui deux invités, le docteur Galid Dayan, mais également Samir Benlaïchi. Nous allons parler aujourd'hui de la représentation des femmes dans le pouvoir public et puis aussi dans le monde politique, mais nous allons bien sûr avant tout parler d'un bilan qui s'impose en cette fin d'année sur l'ensemble du monde arabe et ce pour l'an 2 du printemps arabe avec ce qui s'est amorcé cette année comme plutôt un hiver islamique. Alors peut-on avoir une vision plus optimiste pour ce monde arabe en pleine ébullition pour l'année à venir? On en reparlera dans quelques instants. On va bien sûr commencer avec les gros titres de l'actualité d'aujourd'hui. On démarre en Israël. Nous sommes à J-27 des élections générales et ça y est, Binyamin Netanyahou s'est décidé à se lancer en campagne électorale. Alors hier soir, il est monté sur scène avec Avigdor Lieberman pour annoncer ou du moins prédire sa prochaine victoire, celle qu'en tout cas annoncent les sondages pour Binyamin Netanyahou et le bloc de droite, bien que ces derniers temps, le Likoud et Israël Beitenou, présents sur une liste commune, perdent sans cesse davantage de voix face à un autre mouvement de droite, celui de Naftali Bennett. Binyamin Netanyahou qui s'est montré toutefois bien sûr très sûr de lui hier devant un public enthousiaste avec en ligne de mire toujours l'Iran. Et puis de son côté, l'affaire Lieberman, elle, se poursuit en sortant de ce meeting électoral. L'ex-ministre des Affaires étrangères et le numéro 2 de la liste Likoud Beitenou s'est dirigé vers le commissariat le plus proche. Et c'était là pour un interrogatoire concernant une nomination très controversée, celui de l'ancien ambassadeur de Biélorussie avec Dor Lieberman, qui est donc toujours sous le coup d'une enquête qui ne devrait pas pouvoir se conclure avant le 22 janvier, autrement dit, avant le jour des élections, et donc affaire à suivre. On poursuit avec la situation en Égypte. Ça y est, la Constitution a été adoptée avec près de 64% des suffrages. Les Égyptiens ont donc voté pour. Les Égyptiens, oui, mais combien? Ils étaient 32% à participer à ce référendum qui a donc été finalement entériné, référendum sur la nouvelle Constitution égyptienne qui est largement inspirée de la charia, la loi islamique, et ce malgré une très vive opposition des partis laïque. Et puis en Syrie, peut-être un tournant avec de nouveaux combats qui ont fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts. Les bilans sont très troubles concernant les attaques de l'armée de Bachar al-Assad contre les rebelles syriens. Ce qui se dessine par contre, c'est que Bachar al-Assad n'est toujours pas prêt pour signer un accord pour une sortie de crise et pour un éventuel exil. Sur place, hier, Lakhdar Brahimi, l'émissaire nommé par l'ONU à la suite de Kofi Annan, qui n'est toujours pas parvenu à convaincre le tyran syrien de se retirer du devant de la scène. Et en attendant, les combats se poursuivent. Elle notait également que Lakhdar Brahimi s'est entretenu avec plusieurs dirigeants de l'opposition. On poursuit également avec, au Nigeria, une église qui a été prise pour cible pendant cette journée de Noël. C'était hier. 6 personnes ont été tuées. Une église a été incendiée. Je vous rappelle qu'au Nigeria, les violences interconfessionnelles ont fait plus de 3000 morts au cours de ces dernières années. L'attaque n'a pas été revendiquée. Al-Qaïda est suspectée. L'organisation terroriste, la nébuleuse terroriste, est en effet très présente dans le secteur. Voilà, et puis à l'approche de cette fin d'année, nous allons donc faire un bilan sur une année pleine de mouvements et d'ébullition au sein du monde arabe, qu'il s'agisse de la Syrie, de l'Égypte, et puis même également dans des endroits où le mouvement est moins évident, comme le Liban ou encore la Jordanie. Partout, le renversement des monarchies ou bien des dictateurs serait plus proche que l'on ne pense. Reste à savoir qu'une fois que le dictateur est renversé, la démocratie n'est pas non plus très simple à installer. Samir Benlaïchi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre chroniqueur spécialiste du monde arabe, justement. Vous avez choisi 5 événements parce qu'il fallait bien choisir dans ce monde arabe avec une actualité débordante au cours de ces derniers mois et de cette dernière année. On va partir un petit peu dans un ordre décroissant. Quel est le premier événement, ou plutôt le 5e que vous avez choisi pour cette année? On commence par le 5e. J'ai choisi l'innocence des musulmans. Ce film, ce navet américain qui est sorti et qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi de sang. Donc, ce film qui a un petit peu causé la colère des Arabes, et on s'est demandé pourquoi cette colère, pourquoi, après tout, c'est un film qui n'est pas vraiment américain, qui a été diffusé sur la toile, mais c'était une façon de dire qu'on a une hargne contre les Américains qui ont soutenu ces dictateurs pendant des décennies, ces dictateurs qui ont bafoué les libertés dans le monde arabe. Et malgré tout cela, les Américains, ils étaient là. Ils étaient là parce qu'ils ont préféré des laïcs, des dictateurs,
aux islamistes. Et donc, c'était une façon de dire ça aux Américains. Donc finalement, c'est une façon de se révolter contre le monde occidental, plus que de protester contre un clip, un navet, comme vous l'avez dit, qui a été tourné dans le simple but de provoquer la communauté musulmane. Oui, et aussi pour leur dire que le sérieux, le symbole est très sérieux, que le sacré, il ne faut pas y toucher. Donc, alors justement, on voit ici des manifestations qui ont également eu lieu du côté de Jérusalem contre ce film L'innocence des musulmans. Il y a certains pays où elles ont eu des conséquences dramatiques, ces manifestations. On pense évidemment à ce qui s'est passé à Benghazi avec la mort du consul américain. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que le peuple musulman a été un petit peu manipulé? Je crois qu'il a été manipulé. Je crois qu'il a été manipulé d'abord par les islamistes parce qu'ils ont profité de cette occasion pour attaquer, c'est-à-dire pour faire des attaques terroristes, pas seulement pour faire des manifestations. Mais je reviens pour dire que c'était une façon de dire que voilà, on est après le printemps arabe, mais on va pas baisser, pas baisser les bras, on va pas dire oui à tout ce que vous voulez. C'est pas comme jadis, au temps des dictateurs. C'était ça un petit peu. En tout cas, le peuple musulman qui a demandé le respect de sa religion, au même titre que du côté occidental, on a demandé le respect, la liberté de presse. Le deuxième événement que vous avez choisi, on en est donc après le 5 au numéro 4, c'est la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Pourquoi est-ce que cette altercation, si on peut dire, entre Israël et le mouvement terroriste du Hamas vous semble tellement significatif au cours de cette date? Qu'a-t-il révélé? Mon critère, c'était pas vraiment l'événement, mais c'était à tel point l'événement a changé un petit peu la pensée politique dans la rue au monde arabe. C'est-à-dire à tel point ça a poussé les Arabes à repenser un petit peu la politique arabe. Donc je crois que la guerre à Gaza a un petit peu changé la donne, au moins sur le plan théorique, c'est-à-dire sur le plan discursif, si vous voulez. Donc, on n'a pas senti le Hamas moins agressif, ni Israël moins décidé à restaurer sa force de dissuasion. Oui, mais il y a un point auquel j'ai fait attention. D'abord, la régionalisation de ce conflit. C'est-à-dire le conflit, il devient régional et pas mondial ou universel. C'est-à-dire au monde arabe, on n'a pas vraiment réagi. C'est passé presque inaperçu et ils étaient un petit peu préoccupés par leur quotidien, par ce qui se passe chez eux. Le problème des chômages, c'était dans le sillage de l'après-printemps arabe. Donc ça n'a pas vraiment... Vous êtes en train de nous dire que le problème palestinien n'intéresse plus le monde arabe? Ça intéresse le monde arabe, il est toujours là, peut-être dans les cœurs, mais ça devient un petit peu banalisé. C'est-à-dire il y a eu une banalisation de ce conflit, ça devient régional, ça devient un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, et pas entre les Arabes et les Juifs, et non plus entre les musulmans et les juifs. Donc, en tout cas, ceux qui ont servi de médiateurs pour la résolution de cette crise, on pense évidemment à l'Égypte post-Moubarak, aux frères musulmans qui ont à cette occasion largement rassuré la communauté internationale en servant donc de médiateurs pour réconcilier, si on peut dire, ou en tout cas conclure un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les frères musulmans qui justement, on va parler tout à l'heure, semblent eux consolider leur pouvoir. Avant cela, on va parler de l'Iran davantage. Cette année, c'était l'année de l'Iran, et pas parce que l'Iran tient tête, mais plutôt parce que les sanctions se sont accentuées et que le régime semble au bord de l'effondrement. Bon, ces sanctions, ils ont un petit peu éveillé ce spectre, si j'ose dire, du conflit ou du fossé entre l'Iran et l'Occident. C'est pas nouveau, c'est presque classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est passé à la suite de ce printemps arabe que les Iraniens, eux, ils veulent convertir en printemps musulman ou en réveil islamique. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont organisé une conférence au mois de janvier, je crois au mois de janvier, une conférence des jeunes musulmans de tout le monde, du monde entier. Et donc, on a essayer de faire passer le message que ce printemps arabe, ce n'est pas un printemps arabe, mais c'est un réveil islamique et que ce sont les Iraniens qui sont les créateurs, surtout.
en tout cas les Iraniens qui semblent plutôt avoir manqué leur dernière révolution. On se rappelle de cette vague verte au lendemain de la réélection très contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Alors la communauté occidentale aujourd'hui le dit clairement, elle parie sur ces nouvelles sanctions et sur peut-être le prochain effondrement économique du régime pour voir peut-être se réveiller de nouvelles protestations populaires contre Mahmoud Ahmadinejad. Est-ce que c'est le bon pari ? Ben, écoutez, les Iraniens, par exemple, ils sont un petit peu inquiets de cette réussite, entre parenthèses, qui se passe dans le monde arabe, la réussite des islamistes. Parce que c'est pas vraiment l'islam que eux ils veulent qu'il règne dans le monde arabe. C'est un islam, c'est vrai, c'est un islam politique, mais c'est un islam qui veut se démocratiser, qui veut rentrer dans un dialogue avec l'Occident et qui croit dans l'idée démocratique occidentale. Et ça fait peur un petit peu aux Iraniens parce ils ont toujours essayé d'exporter leur islam à eux, leur façon de voir les choses, et ça n'a toujours pas marché dans le monde arabe. Vous êtes en train de nous dire qu'au-delà de la gestion de fait du régime des mollahs iraniens, il y a une vraie crainte toujours au sein du peuple iranien de se tourner davantage vers l'Occident, et ce qui peut-être aide aujourd'hui Mahmoud Ahmadinejad à résister? Non, le peuple, c'est autre chose. Le peuple, c'est d'ailleurs le mouvement vert ou la révolte verte dont vous avez parler, c'était contre ça. Donc, les mollahs et le peuple sont deux mondes différents. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Donc, eux, ils sont là, ils essayent de voir s'ils ont une autre occasion, peut-être pour sortir dans la rue, mais ils s'intéressent moins au monde arabe, mais plus à l'Occident et aux sanctions économiques. Alors justement, on va reparler de cette révolution verte. Vous nous parlez de têtes d'affiche. On le sait aussi, on l'a vu en Égypte notamment, les têtes d'affiche ne sont pas toujours la meilleure représentation de l'opinion du peuple. Alors effectivement, ils ont été nombreux à protester il y a quelques années, mais est-ce que cela signifie vraiment aujourd'hui qu'il y a un ras-le-bol de l'ensemble du peuple iranien contre le régime actuel? Un ras-le-bol, oui. Quels sont nos outils aujourd'hui pour connaître le degré de maturité de la population iranienne face aux derniers événements, face à la communauté internationale et leur position sur le nucléaire iranien? On ne les entend jamais finalement. Le peuple, je ne sais pas, il faut voir peut-être qu'est-ce qui se passe sur la toile, les artistes, les écrivains, les jeunes à l'université. Dans tous ces coins-là, on parle dans un discours complètement différent des mollahs. Donc, ils sont contre les mollahs. Ils sont, bon, bien sûr, il y a une partie qui est pour, mais la majorité des jeunes, je crois, ce qu'ils veulent, c'est du travail et c'est le lever des sanctions économiques et c'est une ouverture sur l'Occident. Et sans doute un petit peu plus également de liberté individuelle et politique. Bien sûr, ça c'est le plus Alors on va important. parler à une autre révolution qui est toujours en cours. On ne sait toujours pas comment elle va aboutir. On ne cesse de prédire la fin, la chute de Bachar al-Assad, mais cela n'arrive toujours pas. Bachar al-Assad, on le disait dans les titres, qui s'oppose toujours pour le moment à une sortie de crise. Et puis toujours ce problème persistant de l'implication ou pas de la communauté internationale. Il y a des protestations, il y a des résolutions qui sont prises. Concrètement, pas d'intervention sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qu'attendent les Syriens? C'est davantage d'implication de la communauté internationale à l'image de ce qui s'est passé en Libye? Les Syriens, au début, ils n'ont pas voulu aucune ingérence étrangère, mais je crois que cet événement, c'est-à-dire la crise en Syrie qui a dégénéré, maintenant, ça a pris un tournant vers une guerre civile. Et donc, je l'ai choisi comme le quatrième élément, le plus important, parce que ça a un effet à double sens. Un effet à double sens sur l'opinion arabe. Ça veut dire que ça a découragé ceux qui hésitent de se lancer, de se jeter à l'eau, c'est-à-dire de faire leur printemps arabe. Je parle des monarchies, la Jordanie ou d'autres, le Bahreïn, c'est-à-dire les gens là où on hésite. Ce qui se passe en Syrie, ça a un petit peu allumé je sais pas, un signal d'alarme pour eux. Donc on dit il faut peut-être aller pas jusqu'au bout parce que regardez, on peut vraiment se noyer dans un bain de sang. Ceci dit, je crois que ça a un petit peu
donner raison aux gens qui ont fait la guerre, qui ont fait la révolte. Parce que ça a montré à tel point ces régimes sont dictateurs, sont des assassins même, non, pas seulement corrompus, voleurs, mais ils sont prêts à massacrer tout le monde pour gouverner. Alors effectivement, plus que jamais a été révélé le vrai visage de ces dictateurs avec des massacres quasi quotidiens, une persécution de la population, une privation de toutes les libertés et puis aussi également bien souvent d'une certaine progression économique puisque tout est sous la coupe du gouvernement et de ces dictateurs. Mais ce que cela a aussi révélé, notamment la Syrie, c'est non seulement la division de la communauté internationale sur ce dossier, mais aussi, vous allez sans doute être d'accord avec moi, la division de l'opposition. Alors, quelle assurance peut-on avoir que demain, si Bachar el-Assad tombe, les Syriens parviendront à instaurer une démocratie au vu de l'opposition très parcelée aujourd'hui qui règne en Syrie? On n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie parce que d'abord, l'Occident, il ne sait pas, il ne nous a pas aidés, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y aurait pas une démocratie au jour au lendemain. Il y a peut-être une période de transition où on aura peut-être des islamistes plus radicaux que les Égyptiens parce qu'ils ne sont pas organisés comme en Égypte ou comme au Maroc ou comme en Tunisie. Et ça va peut-être prendre beaucoup de temps pour se calmer. Autrement dit, une démocratie ne se construit pas en un jour. Alors on va passer à votre numéro 1. C'est ce que vous avez choisi comme événement le plus marquant de l'année pour ce monde arabe. Et vous avez choisi, Samir, l'Égypte. Pourquoi? Bon, l'Égypte, ça a toujours surpris. Donc, c'est pas parce que le premier, c'est parce que c'est le plus grand pays. Mais enfin, ce coup de Morsi, ce que j'appelle le coup de Morsi, c'est-à-dire je fais allusion au décret constitutionnel qui a voulu faire passer. Et qui a été approuvé par le peuple? Oui, par 32%. C'est-à-dire 62% des votants, ça fait un peu 32% du peuple égyptien, c'est pas beaucoup. Mais je crois que c'est un événement intéressant parce que c'est la première fois où on a à peu près je sais pas, peut-être pas une majorité, mais 40% des gens qui disent non à ce que au fait que la charia soit la source principale de la loi. Mais est-ce que le défi, Samir, c'est de dire non ou bien alors de réussir à faire entendre sa voix et à repousser ce projet? Finalement, le vote de ce référendum, c'est le grand échec de l'opposition laïque. Elle ne pèse pas le poids qu'on attendait en Égypte. C'est vrai, parce qu'ils n'étaient pas organisés, mais le fait de dire non, parce que c'était une composante fondamentale de l'identité islamique politique depuis toujours. Et le fait qu'il y a une majorité des laïcs, des femmes, des chrétiens arabes, égyptiens qui disent non, ça c'est un petit peu intéressant et je crois que ça ouvre des lignes de fuite, si je peux dire. Alors vous êtes optimiste aujourd'hui pour l'avenir des Égyptiens? Non, parce que ça va déclencher je dirais un deuxième tour révolutionnaire. On verra peut-être des morts dans la rue, mais ça sera pour une bonne cause, au moins de point de vue des Égyptiens. C'est-à-dire ils vont essayer de dire leur nom, et de dire leurs mots, et ils vont essayer de faire passer des lois laïques, des lois pro-chrétiens, pro-libéraux et pour la liberté des femmes. Et ça c'est très intéressant. Alors justement, Samir, un mot de la liberté des femmes. On ne les a pas beaucoup entendus dans ce monde arabe ces 2 dernières années, malgré le déclenchement de ces printemps arabes et ces promesses de davantage de démocratie, de liberté individuelle. Vous pensez qu'il y a un espoir pour les femmes dans le monde arabe quand on sait que leur situation est particulièrement décriée par l'Occident? J'espère. C'est pourquoi je dis que ce non, c'est très intéressant, parce qu'il va parler des libertés des femmes, des libertés des minorités, il va parler de la liberté de la religion et la liberté c'est-à-dire même du blasphème, des choses qu'on n'entendait pas jadis sous les dictateurs. Donc c'est pourquoi je crois que c'est intéressant. Et pour les femmes, je crois que c'est
D'ailleurs, on n'a pas fait grand-chose. Et l'une des raisons pour lesquelles ils se sont révoltés, d'ailleurs, c'est parce il y a un article qui dit que la femme est complémentaire de l'homme. Jusqu'à là, ça a choqué personne. Mais aujourd'hui, ça choque tout le monde de dire qu'il est complémentaire de l'homme. Et puis en tout cas, et c'est peut-être déjà une progression, on les a vus en masse, direction les urnes en Égypte ces derniers jours concernant le vote de référendum pour cette constitution.